Bonjour, bienvenue sur One Shot, nouvelle vidéo sur la chaîne, aujourd'hui avec une nouvelle catégorie. On organise notre premier débat, un débat autour du sujet System Matters ou pas. On va voir, on sera peut-être pas tous d'accord. Et c'est l'occasion pour nous, pour moi et Gorgor, d'accueillir nos premiers invités sur One Shot. On a avec nous Fred et Glandulf, alias Aurélien. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On est ravis d'apprendre qu'on est les premiers. Ça On portera essuie les chance. plâtres. On ne dira pas trop n'importe quoi. Ouais. On vient de passer 40 minutes à régler, à faire du réglage audio à côté. On essuie les plâtres ensemble. On va commencer simplement par, je vais vous demander de vous présenter, tout simplement. Gorgor, on te présente plus. Mais on va peut-être commencer par Fred. Fred, tu es l'auteur d'Horrifique. Est-ce que tu peux nous dire plus en détail qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce à quoi tu joues en général? Donc oui, moi c'est Frédéric Guesquière. Je suis comédien et puis aussi j'enseigne le théâtre à des futurs pros à Liège. Voilà, oui, donc il se fait que j'ai écrit un jeu qui s'appelle Horrifique, qui est donc un jeu propulsé par l'apocalypse d'horreur émergente inspirée des nouvelles de Lovecraft. Euh, voilà, j'adore mener des jeux d'horreur ou avec une ambiance un peu, une atmosphère pesante, etc. Mais pas que, ça m'est arrivé de me faire des bons délires avec des jeux aussi comme Dungeon World, etc. Mais c'est clair que j'aime beaucoup jouer en émergent de plus en plus. D'une part parce que j'ai plus beaucoup de temps pour préparer quoi que ce soit et que l'émergence est parfait pour ça. Et puis même en tant que joueur, maintenant, c'est ce que je préfère, quoi. Je trouve que c'est là où il y a le plus d'échanges autour d'une table. Voilà. Et puis à côté de ça, je joue pas mal à des jeux de plateau aussi, et sans doute ça influence ma pratique du jeu de rôle, quoi. Ok, merci à toi. Du coup, on va donner la parole à Glandulf. Glandulf Aurélien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es? Ouais, et ben moi je suis, alors dans la vraie vie, je suis professeur de formation musicale dans le sud-ouest de la France, près de Toulouse. Je fais du jeu de rôle depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai des goûts assez éclectiques. Ça va de trucs très narrativo-vegan, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire du, du Polaris, enfin voilà, les jeux de Ben Lehman, PhD, à des choses extrêmement tactiques. Je suis un énorme fan de Donjons et Dragons 4ème édition. Avec des amis, on a une campagne qui dure depuis une dizaine d'années maintenant. Il y en a, Euh, apparemment. voilà, tout à fait. Donc non, c'est extrêmement éclectique et voilà, j'aime beaucoup le game design. J'ai écrit un hack de Dogs in the Vineyard, un hack Star Wars de Dogs in the Vineyard qui s'appelle Jedi in the Outer Rim. Et j'ai d'autres jeux en préparation qui sont des hacks notamment de Dogs in the Vineyard parce que c'est un jeu que j'aime énormément. Voilà. Très bien. Eh ben, Improbable aujourd'hui. pardon? Comment? Il l'a même retiré de son site. Le PDF est même retiré du site Ouais, tout à fait, Baker. ouais. Mais il va être traduit en français. Ah oui? Ah bon? oui, Par qui, hein? L'autorisation? je l'ai lu il y a 2-3 jours, je ne saurais plus dire chez qui, mais j'ai vu qu'il allait être traduit et ça m'a étonné. Parce qu'il y avait il y avait une proposition il y a longtemps chez Lapin Marteau, je crois, mais qui a traîné, et puis vu qu'il a un peu comme renié son jeu, je sais pas. Non, mais tant mieux, ce serait une bonne nouvelle, c'est un super jeu. Ouais, puis il supporte les initiatives comme ça qui relancent le jeu, même si lui-même ne le soutient plus. Donc c'est assez cool. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et donc, on est là pour parler des systèmes. On a des avis, j'imagine, un petit peu différents les uns des autres. C'est aussi pour ça qu'on est là. Je vous propose de commencer tout simplement par un petit tour de table pour savoir ce que vous pensez de cette question-là. Est-ce qu'elle est importante pour vous? Est-ce qu'elle est totalement secondaire? Et est-ce que dans vos pratiques, on va essayer d'avoir un débat quand même qui reste pratique plus que théorique. Est-ce que dans vos pratiques, les systèmes de jeu sont importants à votre table? Qui veut commencer? Allez, je vais me lancer.
des sujets dont j'ai déjà beaucoup discuté avec Glandulf, hein, mais moi, à mon niveau, le système, déjà, c'est pas juste le système de jeu, hein, c'est l'ensemble de tous les processus, tous les fonctionnements, mais on y viendra après. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est très important, ça permet de supporter la fiction, la définir, l'orienter, l'enrichir, etc. Et puis ça permet de cadrer, de définir l'expérience de jeu, savoir à quoi on joue, avec qui on joue, comment on joue, etc. D'accord, donc c'est assez central à ta pratique. Ok. Oui, je vais rebondir là-dessus. Pour moi, c'est ça, c'est pareil, c'est pas juste le système de résolution. Le système de jeu, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qui est mis en place, de tout ce qui va être, tous les protocoles qui sont mis en place autour d'une table pendant la partie. Donc si dans un jeu, on dit, bah voilà, au centre de la table, en début de partie, allumer une bougie, ça fait partie du système de jeu, ça fait partie de l'expérience que propose le jeu et qui est pas du lore, quoi. C'est pas du. Oui, c'est pas du lore, c'est-à-dire c'est tout ce qui va. Ouais, tous les protocoles qui vont permettre d'avoir l'expérience de jeu souhaitée, quoi. Ok. Pareil, globalement, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et je rajouterais même que il n'y a pas que les protocoles qui sont mis en place volontairement, il y a aussi tout ce qui est implicite dans l'organisation de la table. C'est-à-dire la manière, si on joue autour d'une table, la manière dont on s'assoit autour de la table, les choses comme ça, c'est des choses qui peuvent influencer la pratique de jeu. Je pense notamment, on en parlait un tout petit peu avant, mais Polaris de Ben Lehman, où la place autour de la table a une importance certaine, et si on respecte pas ça, le jeu a une autre saveur tout de suite. Hmm. Donc, Et toi, Maë? ah ben moi, je suis un petit peu sur. J'ai un avis quelque peu différent. C'est aussi pour ça que j'ai voulu organiser ce débat. Je comprends que le système puisse être important, hein. Je ne dis pas que le système n'est pas important du tout, mais c'est vrai que dans ma pratique personnelle, dans la hiérarchie des éléments qui composent un jeu de rôle, eh ben, le système, c'est un peu pour moi ce qui arrive à la toute fin. Par exemple, quand j'aborde un nouveau jeu, je commence toujours par lire, et c'est assez particulier, mais je commence toujours par lire d'abord les scénarios officiels, ensuite les settings, les aides de jeu, et le système, il arrive vraiment pour moi à la toute fin, souvent plus par obligation qu'autre chose. Euh, J'avoue qu'il y a des jeux où effectivement on a des systèmes qui subliment la proposition et qui apportent quelque chose de vrai et de concret. Mais dans ma pratique aussi, je suis trop souvent tombé sur des jeux où au contraire le système était trop bancal, ça détruisait plus souvent l'expérience que ça ne la sublimait. Et c'est vrai que je suis devenu beaucoup plus. J'ai pris mes distances, on va dire, avec les systèmes. Je les utilise, mais souvent plus par obligation qu'autre chose. Et donc, alors, bon, on n'est pas tous d'accord, mais c'est pour ça qu'on débat. On est là non pas forcément pour nous convaincre mutuellement, mais plus pour comprendre nos différences aussi, hein. Le jeu de rôle, c'est une grande diversité d'approches, aujourd'hui plus que jamais, et j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est la question que posait Gorgor tout à l'heure. Comment est-ce qu'on comprend un système? Est-ce qu'on dit système matters et système c'est important, mais c'est quoi pour vous un système? Je crois savoir qu'on n'a pas tous la même vision de ce que ça recouvre, hein. C'est pas toi, Glandulf, qui pense qu'un système c'est l'ensemble des pratiques qui apportent les chips? Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, je tire ça de Ron Edwards dans ses posts sur The Forge, qui disait que oui, voilà, justement, l'exemple des chips, de la position autour de la table, toutes ces choses-là importent finalement au jeu. Et il n'y a pas que comment dire, ce qu'on entend habituellement par système, on parle plutôt, pour moi, de mécanique de jeu dans le langage courant. Et pour moi, ça va au-delà. Avant l'enregistrement, on parlait aussi de résumé, par exemple. Pour ma part, à la plupart de mes tables, j'ai des joueurs qui se proposent pour faire les résumés. C'est quelque chose que je trouve qui fluidifie énormément le jeu, qui change grandement l'expérience de jeu. Et ça fait partie de notre système sur ces tables-là, quoi. Mhm. Est-ce que les Oui, autres... sauf que du coup, ça, ça soulève une question parce que tu as du coup le système qui est défini par le jeu lui-même, c'est-à-dire par le bouquin, par la boîte, par la base, quoi.
Et après, tu as le système de la table, c'est-à-dire comment la table se saisit de ça et forcément comment elle l'étoffe, parce qu'elle va forcément l'étoffer. Une table va jamais se cantonner à ce qui est écrit dans le bouquin. Elle va faire des trucs à sa sauce. Typiquement, c'est jamais écrit dans un bouquin qui apporte les chips. C'est jamais écrit. Je l'ai vu une fois. Donc, pour moi, le système de jeu dont je parle, c'est ce qu'il y a dans la base. C'est-à-dire, c'est quelle expérience est proposée par le jeu en tant que tel. Et du coup, voilà, pour m'être frotté à cet exercice-là, il y avait un vrai enjeu c'est-à-dire à chercher à comment je transmets par des points, oui, on peut dire mécaniques, mais oui, je préfère par des protocoles. Je préfère par des protocoles, c'est plus large que mécanique. Quels sont les gestes que je pose autour de ma table qui font que ça produit telle expérience de jeu. Et donc, essayer de traduire ça en protocole ou en mécanique ou en... Voilà. Et donc, pour moi, c'est ça le système. C'est ça que moi, je mets derrière le système. C'est comment tous ces protocoles-là sous-tendent et subliment, pour reprendre ton terme à Maëv, subliment l'expérience de jeu, quoi. Et tu disais que la première chose que tu lis, toi, c'est les scénarios officiels, etc. La première chose que je fais quand j'ouvre un jeu dans une boutique, c'est que je vais voir la feuille de perso. C'est la première chose que je vais voir. Et si je vois qu'il y a une liste de compétences longue comme le bras, je fais non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Enfin, ça me dit tout de suite que le jeu va être appuyé sur qu'est-ce que les personnages savent faire. Et si je vois une liste de compétences, que ce soit des pourcentages, des D20 et tout ça, ça change que dalle, quoi. Ça me dit que le personnage va être principalement axé sur ce qu'il sait faire et sur une résolution de problèmes. Et alors, c'est pas ce que je cherche moi quand je fais du jeu de rôle, c'est pas ce que je cherche, quoi. Ouais, Ce que je cherche avant tout, c'est que l'histoire se tisse ensemble et laisser beaucoup d'agentivité aux joueurs, quoi. ouais, d'autant que souvent, quand tu as une liste de compétences, comme tu parlais de résolution de problèmes, en fait, ça va être pour brider les capacités de résolution des personnages. Sur ta liste de compétences, tu vas en avoir une poignée qui vont être utilisées par personnage. Ouais. C'est une approche qui est assez particulière, quoi. Assez particulière, mais assez généralisée dans le monde du jeu de rôle, notamment traditionnel. Tout Ouais. à fait. Totalement majoritaire, ouais. Et toi, encore cette idée de système comme ensemble de protocoles très généraux et pas seulement les mécaniques, tu en penses quoi? Alors, moi, je suis tout à fait raccord avec ça, mais moi, je vais prendre un exemple. En fait, il y a tous ces protocoles ou tous ces processus qu'on peut avoir en place, qu'on peut mettre en place. Ils n'étaient pas définis, ils étaient implicites avant une certaine époque. Et puis, pour moi, c'est les PBTA qui ont amené ça. C'est Vincent Baker qui a un jour écrit en fait, il faut jouer pour découvrir ce qui va se passer, il faut faire ceci. Le rôle du PJ, c'est aller chercher l'aventure ou aller chercher l'action. Et il a posé par écrit, il les a mis de manière explicite, toute une série de principes qui étaient évidents pour la plupart des gens, mais qui n'avaient jamais été écrits dans un jeu de rôle. Et le simple fait de faire ça, en fait, ça vient amener une couche officielle, entre guillemets, explicite sur le système. Pourtant, c'est pas mécanique, mais ça te dit, si tu veux profiter du jeu avec l'expérience du jeu comme elle est prévue par l'auteur, voilà comment tu dois te comporter, voilà dans quelle direction tu devrais aller. Et ça fait aussi partie du système, alors que ça fait pas lancer de dés, ça change rien au niveau, on va dire, mécanique pure. Et j'ai vraiment vu, dans mes lectures, j'ai vraiment l'impression que c'est ce moment-là où il y a eu un basculement et les jeux ont commencé à écrire des choses comme en fait, il faut mettre de la sécurité émotionnelle dans vos parties, il faut penser à s'organiser, on peut jouer en ligne, et c'est des choses qui n'étaient pas mises du tout avant, peut-être aussi parce que les pratiques de jouer en ligne n'étaient pas, pour prendre ça comme exemple, n'étaient pas usuelles dans les années 2000, elles sont beaucoup plus maintenant, mais clairement, le fait d'écrire les choses, ça les rentre dans la proposition du jeu et ça les intègre dans le système, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Avant de dire ce que moi j'en pense, j'ai une question pour vous, c'est votre point de vue, sur cette question-là en tout cas. Si tous ces protocoles font partie du système, le système s'arrête où?
Parce que si tout est système, en fait, le système ne veut plus rien dire. Dans ma compréhension de la chose, c'est je mesure le système, les mécaniques ou les protocoles éventuellement par rapport à d'autres éléments. Mais si le système est très large, d'un coup, on ne peut plus discuter de cette hiérarchie des éléments. Donc pour vous, le système, dans votre compréhension, tous les trois, où est-ce qu'il s'arrête? Moi, par exemple, juste un petit élément, l'exemple des chips, je l'ai vraiment vu c'était pas dans Mission Impossible, là, qui sort chez Arkane bientôt, où on dit clairement, non, il y a une personne qui apporte les chips, une personne qui prend des notes. Et bon, quand on joue en ligne, les chips, ça fait aucun sens. Donc, jusqu'où ces protocoles peuvent aller sans non plus être totalement à côté de la plaque ou sans aller, sans marcher sur les plates-bandes du GM. On va parler après de l'agencement entre le système, le GM, les joueurs. Mais jusqu'où ces protocoles vont pour vous? Mais Où est-ce qu'il faut les arrêter? pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est ce qui est contenu dans la base du jeu. Mhm. Et après, ce que les joueurs mettent en place, ce que la table met en place pour organiser la partie, c'est autre chose. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire de me dire, OK, c'est-à-dire, quand on écrit un jeu, on a bien conscience qu'on peut pas. Enfin, si on n'en a pas conscience, c'est un problème quand même de se dire, je ne vais pas pouvoir contrôler tout ce qui va être fait aux tables de jeu des gens qui vont lire le jeu. Tout le monde va se faire son idée. Donc moi, je dois écrire vraiment les axes principaux qui vont garantir une expérience, l'expérience que je recherche. Et donc ça, suivant les jeux, ben forcément, si tu écris un jeu minimaliste, tu acceptes que tu laisses beaucoup d'espace aux gens qui vont lire ton jeu et qui vont le pratiquer pour y mettre leur propre pratique dedans. Et en plus, tu resserres la proposition, au plus, moins tu laisses de liberté aux gens, mais je veux dire, donc je fais du théâtre et j'ai pas mal fait d'improvisation, et donc dans l'improvisation, c'est clair que si tu dis, au moins tu donnes de consignes, au plus c'est difficile d'improviser, en fait. Et tu peux improviser quand tu as des cadres, quand tu as des contraintes, quand tu as des... oui, quand tu as des contraintes. Et donc le système, c'est ce qui pose les contraintes qui vont canaliser l'expérience de jeu. Pour moi, c'est surtout ça. Les chips, pour moi, ça rentre pas dans le système de jeu. Moi, je le mets pas dans le système de jeu. Je mets ça dans contrat de table. Contrat de table. Comment est-ce qu'on joue, qui fait quoi et tout ça. Mais aussi bien, on pourrait l'écrire. On pourrait l'écrire. Mais alors, on l'écrit pour que ça ait du sens pour reprendre ton expression, sublimer l'expérience de jeu. Voilà. Donc tout pourrait être système de jeu. Mais pour moi, uniquement si ça fait sens par rapport à la proposition ludique. Mais je reviens sur la base. Ouais, la base. Ce qui est écrit, et après, chacun fait à sa sauce, de toute façon. C'est marrant que tu parles de contrat écrit, parce que nous, c'est une approche qu'on a beaucoup utilisée sur le serveur, parce que oui, j'ai oublié d'en parler dans la présentation, mais j'administre un serveur de jeu, de jeu de rôle, quoi, une petite communauté. Et c'est devenu une pratique usuelle pour nous de, en début de campagne, écrire un contrat de session 0. Donc on se pose à notre première rencontre tous ensemble pour discuter. Il y a une petite procédure, justement un protocole, divers protocoles pour se demander comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on attend du jeu, toutes ces choses-là. Et du coup, pour moi, je dirais que pour moi, le système reste vraiment tout ce qui va se passer à la table, tous les protocoles, encore une fois, autant explicites qu'implicites à la table. Mais comme tu disais, Amaï, il nous faut aussi des choses à pouvoir, compartimenter pour pouvoir les juger, les loger, tout ça. Et du coup, il y a notamment, pour moi, la base, le système de jeu, je rajouterais, qui, lui, est vraiment une entité qu'on peut juger en tant que telle, hors d'une table ou alors sur différentes tables, qui va être un dénominateur commun à différentes expériences de jeu, quoi. Et voilà. Et à ça, du coup, on peut ajouter... comment dire, pour moi, c'est ça qui fait aussi que je considère beaucoup plus de choses dans le système, c'est qu'on va avoir aussi des pratiques comme celles que nous, on peut avoir d'un contrat écrit, où on va expliciter beaucoup de choses qui se seraient passées un peu organiquement à d'autres tables. Nous, c'est du fait que il y a de la circulation sur le serveur, il y a des gens avec qui
on va jouer ponctuellement. Et du coup, c'est important pour faciliter l'expérience de jeu de savoir ce qui plaît à chacun, ce qui plaît pas, les attentes, les rôles de chacun. Voilà. Ouais, comme tu le dis, il y a un système de jeu, il y a un système à la table avec le GM, qui sont deux choses un petit peu séparées. Ouais. Gor, tu as un truc à ajouter ou est-ce que ça te paraît cohérent comme Alors d'un point de moi vue? j'ajouterais, pour moi le système est beaucoup plus large parce que tu as le système qui est proposé par le jeu écrit et tu as le système qui se met en place sur le côté avec les gens, donc c'est deux formes de systèmes différentes, mais il y a deux choses qui pour moi ne rentrent pas dans le système, c'est le lore et les scénarios. Ce qui est proposé dans le jeu, en fait, ça fait partie, c'est des choses annexes qui peuvent être évaluées différemment et qui ne sont pas partie intégrante du système pour moi. Oui, et en même temps, tu vois, je comprends ce que tu dis, et en même temps, j'ai envie de te dire, hein, on parlait de Star Wars tout à l'heure. Bah, dans Star Wars, la force existe, les sabres laser existent, les vaisseaux spatiaux existent. Donc, ça, quelque part, ça, ça pose des choses que les personnages peuvent faire ou pas. Donc, quelque part, ça influence, ça fait partie du système. Pour moi, ça fait partie du système. Et pourtant, j'ai pas pensé ça, je pense pas ça depuis très longtemps. Mais en fait, c'est fait qu'il y a des choses que tu peux faire dans tel jeu que tu peux pas faire dans tel jeu, et ça te paraît normal parce que c'est tel truc. Et euh, donc ça veut dire que tu as plus ou moins la possibilité de ton personnage à certaines possibilités ou pas, et donc c'est bien du système ça. Oui, d'autant que dans beaucoup de scénarios officiels, on va supplémenter la mécanique déjà existante par de nouvelles mécaniques pour correspondre à la fiction du supplément. Quand on apporte quelque chose de nouveau dans un univers, quelque chose qui n'a pas été exploré par le système, c'est pas rare de trouver un petit encart pour dire bah ok, maintenant nouvelle mécanique de jeu. Donc au final, le scénario a son importance, et même à une table, sans parler de scénario officiel. Comme tu disais tout à l'heure, Fred, les tables s'approprient, bidouillent. On va très rarement jouer un jeu texto tel qu'il est écrit. Et en fonction de la fiction qu'on va créer, on va implémenter de nouvelles mécaniques de jeu parfois pour coller aux besoins des fictions qu'on raconte. En fait, ce que tu expliques pour les scénarios, c'est parce qu'on met des petits bouts de système dans les scénarios. Ouais, disons que tout ça, c'est centre influence, quoi. Donc pour moi, ça fait corps. Et, ouais, et en même temps, tu vois, moi qui justement m'attache beaucoup au scénario, même si j'ai une vision plus restreinte de ce que c'est qu'un système, la façon dont on présente un scénario, ça correspond parfaitement au protocole dont vous parliez tout à l'heure. Le fait que dans certains scénarios OSR, par exemple, on vous donne que des bribes d'informations qu'il va falloir vraiment beaucoup développer, d'autres où on va vraiment vous écrire une histoire, certains scénarios comme Farce Macabre par exemple, où on écrit une histoire sans les PJ, il y a quand même des choix. Alors moi, pour moi, c'est du design narratif. Je ne mets pas ça dans le système, mais ça correspond à des protocoles, au type de protocole qu'on définissait tout à l'heure. Et c'est aussi ce qui marque l'identité et la proposition d'un jeu, tu ne penses pas? Si, mais Mais ça rentre pas dans le système pour moi. Et moi, je me rappelle avoir vu une vidéo de Vincent Baker où il parle du game design, qui est un truc qui a au moins 15 ans, je pense. Qu'on peut trouver, qui est assez passionnante. Allez voir, c'est une vidéo qui fait genre 1 heure, quoi, quelque chose comme ça. Et où il explique son principe du game design, sa vision du game design. Et donc il fait ça avec un petit tableau, Velleda ou je sais pas quoi derrière. Et à un moment donné, il dit en fait le système. Donc il dit le jeu de rôle c'est une conversation. Bon, forcément d'accord là-dessus. Si tu enlèves la conversation, ça ne peut pas être du jeu de rôle. C'est juste pas possible. Enfin si, ça peut être par écrit. Mais c'est une conversation écrite alors ce qui revient au même. Euh, le jeu de rôle est une conversation. Et il dit le système, il doit faire en sorte que la conversation soit intéressante, c'est-à-dire intéressante dans le sens de la fiction qu'on veut jouer. Si ton système ne permet pas de rendre la conversation plus intéressante que ce qu'elle est de base, alors c'est pas un bon système. Et donc pour moi, c'est quelque part, il répond à la définition de... Enfin, moi, j'adhère à cette vision de c'est quoi un système. C'est ce qui rend la conversation autour d'une table de jeu de rôle intéressante, intéressante dans le type de fiction qu'on veut jouer. Pour moi, ça boucle assez le truc. C'est pour ça que je ne mets pas les chips dedans, par exemple.
mais que je vais mettre le lore dedans. Chips, hein. Ouais, pour le coup, dans cette définition-là que tu donnes, je trouve que le lore a son importance parce que plusieurs joueurs qui auraient lu telle partie du lore vont pouvoir rebondir dessus dans la fiction, enfin dans la conversation. Donc ça rend potentiellement la conversation beaucoup plus intéressante, quoi. Ouais. Après, il y a la question de comment tu transmets le lore. Ça, c'est une autre question. Parce que je suis sûr que Gorgor, il dit oui, le lore ne rentre pas dedans, mais si je lui dis oui, mais les tables aléatoires avec des trucs, ça, tu vas le mettre dans le système ou pas? Pourtant, c'est du lore. C'est du lore en creux, mais c'est du lore. C'est le système qui génère du lore. Ouais, tu vois, pour reprendre Horrific, il n'y a pas de lore écrit, quasiment rien. Tout le lore est réparti dans les propositions de jeu un peu partout. Et donc ça a été pensé comme ça. C'est du lore en creux, avec des petits bouts de trucs partout qui te créent des associations. Mais ça, c'est le Donc c'est la principe question de comment il est rédigé, surtout. C'est le principe de l'émergence, hein, c'est il n'y a pas de lore en fait, c'est le système qui génère du lore justement. Et donc ça, c'est du système pour moi dans Horrific. Dans les jeux émergents, il n'y a pas de lore. À proprement parler, hein, de lore prédéfini, de grande histoire, de blabla. Ouais, c'est On est pour parler de d'accord. Public Access sur antenne, il y a du lore dans Public Access. Il y a du lore. Il y a du lore, il y a des scénarios préécrits. Tu vois? C'est une question de. Pour moi, c'est vraiment une question de comment c'est traduit en termes de matériel, c'est-à-dire de choses que tu peux utiliser, manipuler, sur lesquelles tu peux t'appuyer, etc. C'est clair que moi, si je lis un bouquin de 250 pages où on m'explique le roi machin et que c'est écrit de manière littéraire, etc., ça va me demander un gros travail, en fait, pour traduire ça après, pour en extraire le système, qui est écrit dedans, mais qui n'est pas écrit comme un système. C'est peut-être ça la frontière, c'est est-ce que c'est écrit comme un système ou pas? Mais c'est un système, mais qui est peut-être pas bien écrit, en fait. Ça, c'est mon point de vue sur le lore, parfois. Un système mal écrit. Là, je serais Ouais. parfaitement d'accord. Tout à l'heure, je demanderais si vous avez des exemples de bonnes pratiques, de bons systèmes avec dans cette vision, cette définition du système en tant que protocole, et des mauvais exemples peut-être. Mais avant de passer à cette question-là, je voulais qu'on parle aussi de ce point qui est très souvent remonté quand on a cette discussion sur les systèmes qui importent ou pas. C'est l'équilibre entre, d'un côté, le système, l'ensemble de protocoles, la créativité du maître du jeu, la liberté du maître du jeu et de ce que font les joueurs. Et souvent, il y a pas mal de personnes qui pensent que ces trois éléments, ou en tout cas la table et le système, vont un petit peu l'un contre l'autre dans un modèle tout théorique. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai problème ou est-ce que vous pensez au contraire qu'un bon système, justement, qui est écrit et qui est préparé pour qu'il soit correctement approprié par une table, est-ce que vous pensez que finalement cette question ne se pose pas et que c'est juste une question de bon et de mauvais système? Est-ce que ma question est claire? Je ne sais pas. Je l'ai un peu formulée à la volée. Ouais. Je crois. Bah, dans ta question, moi, je trouve que la notion d'appropriation, ou en tout cas de protocole d'appropriation explicité dans le système, pour moi, fait un meilleur système que si ça ne l'est pas. Parce que du coup, va nécessairement y avoir cette rencontre, pas forcément, j'allais dire un clash, mais pas forcément un clash, cette rencontre entre la table et le système de jeu, la base. Et pour moi, un système se doit, ou en tout cas devrait, expliciter au maximum comment la table peut s'approprier ce système, les questions qu'elle doit se poser, etc. Peut-être les prérequis qu'elle doit, les postures qu'elle doit adopter pour apprécier le jeu. Ce que disait Gorgor tout à l'heure, le PBTA l'a fait, et pour moi, c'est quelque chose d'énormément salvateur, quoi, de dire, je pense l'autre jour, on jouait à Masks avec des amis, à dire, vous êtes des adolescents, vous n'êtes pas des tueurs, vous êtes des personnages héroïques, tout ça. Dès le premier instant du jeu, parce qu'on a posé ces prérequis, parce que on nous a dit de nous poser telle et telle question
avant de commencer à jouer. On s'est tout de suite approprié le jeu d'une certaine manière qui ne va pas être celle d'une autre table. Mais le jeu a facilité la rencontre, en tout cas. Est-ce que Gorgor ou Fred, vous avez un avis sur la question ou c'est une question qui vous semble Ouais. pas... En fait, ça permet clairement, un système peut être qualifié de bon si justement il n'oppose pas ces différents éléments, mais il les fait converger. Et donc, il y a plusieurs compétences. Il y a la dynamique de groupe, bien sûr, qui va influencer ça. Il y a la compétence du MJ à transmettre le système et à l'utiliser de manière efficace. Il y a la place qu'on va laisser à chacun. Si par exemple le MJ parle tout le temps et fait du descriptif, peu importe le système, ça sera tout pourri. Et donc, oui, il va y avoir un conflit à ce niveau-là, mais ça va pas être lié au système, ça va être lié à la mauvaise compréhension de comment le jeu est censé fonctionner. Et donc, je pense globalement que un système bien pensé va reprendre tous les éléments et va les faire fonctionner ensemble. Oui, et puis il y a aussi, oui, c'est ça, c'est est-ce que la mécanique va dans le sens de la promesse qui est faite par le jeu, c'est-à-dire à la fois par le pitch du jeu, mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser aussi aux illustrations du jeu. Hein, on sait bien que les amateurs de jeux de rôle, ils aiment bien les beaux bouquins avec des belles illus et compagnie. Je vais prendre le premier exemple qui me vient en tête, c'est Donjons et Dragons. Moi, je me rappelle, les premières fois que j'ai joué à Donjons et Dragons, je vois les trucs, je me dis, waouh, ça va être héroïque, on va faire des trucs de fou et tout ça. Et puis après, tu fais tes premières parties, c'était à ADD2, première partie. Et tu fais, attends, stop, c'est pas ton tour, maintenant tu attends, lance le dé, ah, t'as raté, il te touche, il te fait 2 points de dégâts, tu peux avoir une attaque d'opportunité. Et là, je fais, mais là, sur l'image de couvre, là, on voit les mecs qui bondissent sur des dragons et tout, machin. Et là, on est en face de 3 gobelins dans une cave pourrie, on fait juste ça et tout. Donc, le problème, c'est pas qu'on soit dans une cave pourrie à mesurer et éventuellement jouer avec des cases et tout ça. C'est pas le problème. C'est une très bonne proposition. Enfin, j'entendais que tu joues à des D4. Enfin, c'est pas un mauvais jeu en soi. Moi, il m'attire pas, mais c'est pas un mauvais jeu en soi. C'est juste, il faut que ta promesse et ton système, il soit cohérent. Le problème, c'est quand le système, il est mauvais quand il répond pas à la promesse. En fait, quand il fait obstacle à la promesse, parce que c'est ça, c'est quand il fait obstacle à la promesse. Parce que il y a toutes ces séries de systèmes de jeu génériques. Le système de jeu générique. Bon. Moi, c'est pas mon truc. Je dis pas que c'est mauvais, en fait. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis c'est pas mon truc. Parce que je pense effectivement qu'il y a des systèmes qui vont te permettre de naviguer un peu dans tous les univers et tout ça. Et ça va pas poser d'obstacles, quoi. Mais ça va pas amener grand chose. C'est-à-dire que tu pourrais jouer sans système, ce serait pareil, du coup. Tu pourrais jouer sans mécanique de jeu, sans système de résolution et tout ça, ça pourrait être à peu près pareil. On décide de ça parce qu'il nous faut un petit. Bon. Pour moi, j'appelle pas ça un mauvais système, mais j'appelle pas ça un bon système non plus. Parce qu'il permet pas, il n'aide pas à aller vers les fictions qu'on souhaite, quoi. Mais à côté de ça, comme pour moi Donjons et Dragons ou Pathfinder, entre la promesse qui est dit, vous allez jouer ça et vous allez faire ça et machin et bazar. Moi, je me rappelle une fois d'une espèce de conférence donnée par Grégory Pogorzelski qui parlait de Donjons. Première édition, qui dit mais Donjon première édition, c'est un jeu gritty, c'est quasi un jeu d'horreur. Les mecs qui sont à moitié à poil dans leur donjon, ils comptent leurs torches et tout ça, ils entendent un bruit à 3 mètres un peu plus loin à droite. Et je me dis, ah ouais, ok, alors posé comme ça, je comprends le jeu. Je comprends le jeu. Donc voilà, pour moi c'est ça. Est-ce que le système est en adéquation avec est-ce qu'il propulse l'expérience vers l'avant? Est-ce qu'il ne l'entrave pas ou est-ce qu'il l'entrave? Pour moi, c'est les critères. S'il l'entrave, c'est un mauvais système. Voilà. Tous les jeux m'ont dit non, mais je joue à ça, mais j'utilise le système d'un autre truc. Oui, donc tu joues pas au jeu. Tu joues pas au jeu, c'est pas grave, t'as le droit. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que, par exemple, quand on hack un jeu avec un autre système, alors on va pas parler de l'évidence des gens qui mettent de la 5e édition pour jouer à tout et n'importe quoi, mais même, non, juste des jeux plus indépendants. Par exemple, avec Gorgor, j'ai fait une partie de Deathmatch Island,
qui a un système qui est quand même très carré, très précis, avec des étapes en veux-tu, en voilà, qui moi ne me correspondaient pas. Je dis pas que c'est mauvais, mais ça correspond pas à ce que moi j'attends d'un système, ça me plaît pas. Et j'ai décidé de le hacker avec un autre système. On a joué avec un système à la Into the Odd. Ça fonctionnait bien aussi. Mais du coup, selon toi, Fred, alors j'ai précisé avant de lancer la table, j'ai dit je ne vais pas suivre le système, je prends autre chose. Et donc, pour toi, c'est quoi? C'est trahir le jeu que de faire des hacks de cette façon-là? Je parle pas de trahison. Oui, Non, pour c'est moi, un c'est truc pas que une j'ai. trahison, mais ça m'est arrivé en fait. J'ai eu sur Horrific, j'ai eu un gars qui est venu me trouver et qui me dit: Ah ouais, j'ai utilisé ton jeu, mais du coup, mais par contre, j'ai changé, j'avais écrit un scénario et machin. Et donc, il avait bidouillé des trucs. En gros, ce que je comprends, c'est qu'il avait utilisé les systèmes de résolution, mais pour en faire une trame plus tradie, quoi, sur un jeu plus tradie. Et donc, je dis: Bah, écoute, tu t'es amusé. Ah ouais, c'était trop bien ça. Je dis: Bah, voilà. Je dis: Mais par contre, tu joues pas à mon jeu. Mais, mais c'est pas grave, en fait. L'important, c'est que toi, tu t'éclates. Mais donc là, moi, j'estime qu'il joue pas à mon jeu. Enfin, je sais pas, si on dit on joue au foot, mais on a le droit de sortir des lignes, on a le droit de prendre la balle avec la main, et puis on joue à 6 contre 12. Ok, bah tu joues plus au foot, vous vous amusez, oui, bah c'est l'important. Donc, en fait, si on considère que le lore est une partie du système, si tu hacks un jeu en mettant un autre système, bah, tu fais un autre moteur, quoi. Tu fais juste un autre moteur. Et donc je parle pas de trahison, parce que trahir quoi, enfin, mais tu joues pas au jeu. Non, moi, tu joues pas au jeu. Après, tu vois, par rapport à la métaphore que tu as employée, je serais un peu taquin en disant, tu vois, quand moi j'étais gamin, dans mon quartier, on prenait deux cartables, un ballon tout pourri, on jouait à 3 contre 2 et on faisait du foot, tu vois. Enfin, pour nous, c'était faire un foot. Alors, Ouais. certes, on jouait pas sur le terrain à 11 contre 11, mais il y avait quand même une base commune assez solide avec les règles officielles du football. Et en jeu de rôle, je vois un petit peu la même chose, quoi. Il y a la base telle qu'elle est écrite, et encore une fois, l'appropriation que va s'en faire la table. Et je trouve la limite extrêmement floue entre à quel moment on joue au jeu et à quel moment on a arrêté de jouer à ce jeu-là, quoi. Et dans l'exemple dont tu parlais de la personne qui a utilisé Horrific, alors j'imagine que du coup vous avez longuement discuté et que tu dis ça en connaissance de cause, mais du coup je trouve intéressant que ton jeu ait servi de tremplin à la personne pour créer quelque chose dont il avait envie. Au final, ton jeu s'est retrouvé un peu imbriqué dans le système de la table, au final, ou dans le système de jeu que cette personne-là a créé. Et ça me rappelle typiquement le lien entre les PBTA et les jeux Forged in the Dark, où on voit vraiment il y a une imbrication des deux. Le Forged in the Dark découle du PBTA, mais c'est devenu autre chose, quoi. Il y a eu une bascule qui s'est faite. Et entre les deux, il y a des jeux qui sont vraiment à la lisière et on ne sait pas vraiment s'ils tombent dans une ou l'autre catégorie ou s'ils embrassent totalement les deux, quoi. Et C'est puis, tellement complexe. J'ai du mal à poser une limite claire, quoi. surtout que c'est pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on est tous conscients qu'un jeu, c'est toujours fait pour qu'on se l'approprie, y compris, même toi, Fred, je crois que tout à l'heure, tu disais au début, si je ne me trompe pas, qu'effectivement, il y avait, on faisait toujours des petites modifications sur les règles, on faisait ça et pas ça. Il y a toujours une part de modification que le maître du jeu fait à la table, qui sont souvent minimes, mais qui est toujours là. Et donc, où est-ce qu'on met la barrière pour dire bah là c'est encore le jeu et là c'est plus le jeu? Je suis moins sûr. Je suis pas sûr que la comparaison par exemple avec le sport traditionnel, j'y avais pensé aussi pour la préparation de ce débat. Moi je suis pas sûr qu'elle soit très pertinente en réalité, parce que c'est vraiment pas des loisirs qui sont faits avec la même optique. L'un est fait pour être approprié, l'autre est fait pour respecter un cadre précis parce qu'il y a des compétitions, parce qu'on a besoin d'avoir une base commune pour assurer l'égalité entre les compétiteurs. Donc je vois les choses un petit peu différemment. Ouais, est-ce que c'est sûr que c'est fait pour être approprié, tu vois? Est-ce que c'est un jeu de société, par exemple, où tu dis, bah, au début, tout le monde commence avec 4 pièces,
Et puis tu dis, bah non, en fait, tu vois, dans un jeu de société, c'est pas fait pour être approprié, mais tu peux faire des variantes quand même. Personne ne t'empêchera de faire ta variante. Ben, je sais pas, je trouve ça intéressant quoi, Mhm. comme question. Alors, moi, si je peux ajouter un truc, ce que j'aime, en fait, dans cette optique d'appropriation du jeu, ce que j'aime bien faire quand je découvre un jeu, c'est tester le jeu comme il a été écrit, comment l'auteur veut qu'on le joue, pour voir si ça fonctionne. Et puis après, si le jeu me plaît, mais que je me dis, ouais, là, il y a peut-être un petit réglage à faire parce que cet élément-là me convient pas, je vais le faire, mais j'ai tendance vraiment à aller dans le jeu tel qu'il est pensé initialement. Donc d'abord, je vais jouer au foot à 11 contre 11 avec des lignes et tout, pour reprendre la métaphore qui ne marche pas. Et puis après, on changera le nombre de personnes dans les équipes, on enlèvera le ballon, on mettra des chocolats à la place je sais pas moi, des vareuses, ou bref. L'adaptation, en fait, se fait généralement quand on sait ce qu'on veut adapter. Et dans cette idée-là, en fait, si tu hackes directement, tu te dis ouais, j'aime bien ce jeu-là, mais en fait, je vais pas le tester du tout. Je vais juste reprendre ça et ça, et puis je vais mettre ça au-dessus, un autre système ou une autre mécanique. Bah, teste-le d'abord, quoi. Essaye d'abord de voir comment ça fonctionne pour te faire une idée. Ouais. Ou pas, c'est-à-dire, tu as le droit de ne pas tester le jeu et de faire le truc et que ça te plaise, et c'est pas, enfin, je veux dire, tu as tout à fait le droit, c'est très bien. La chose qu'il faut pas faire, c'est juger le jeu alors que tu n'en as pas fait l'expérience. Ça, c'est un peu problématique. C'est comme faire une critique d'un film en ayant vu juste le teaser, quoi. À un moment, voilà. Mais Et avoir joué au jeu. Amae a franchement, sorti un short il y a quelques jours sur faire un comment truc, ne critiquer pas un le livre qu'on n'a tester pas et lu. dire oh, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Ouais. Je trouve que ça pose aucun problème, quoi. Tu disais quoi, Glandulf, hein? On t'a pas entendu, excuse-moi. Non, je disais que tu avais sorti un short où tu parlais de comment critiquer un livre qu'on n'a pas lu, donc je trouve Voilà. le parallèle rigolo. Et ce sera C'est ça. un autre débat. Faut-il avoir joué à un jeu pour en faire la critique? Mais ça discute hein, sur le Discord si vous voulez y participer. Et juste là, par rapport à ce que tu disais, Fred, à l'instant, par rapport aux jeux de société, je trouve que Amae a soulevé quelque chose d'intéressant, c'est que le sport et pour moi le jeu de société aussi ont tous les deux un côté compétition, ou sinon dans le jeu de société, quand c'est des jeux collaboratifs, il y a toujours un côté un peu complétion, quoi, où il faut atteindre un certain but, ce qui n'est pas forcément le cas du jeu de rôle. Où il n'y a pas forcément voilà, de compétition, de but autre que de raconter une histoire. Et pour moi, c'est là que il y a un besoin d'appropriation plus fort dans le jeu de rôle, ou en tout cas une plus grande facilité à le faire. Parce que dans un jeu de société, si on change le nombre de pièces, comme tu dis, avec lesquelles les personnes partent, ça peut drastiquement changer l'équilibre de ce qui se passe à la table et donc impacter l'égalité des participants. Là où, dans un jeu de rôle, si on s'approprie, qu'on change des choses, alors il y a des chances que les gens passent pas forcément un bon moment, mais en tout cas, c'est quand même un peu moins risqué, quoi. On risque généralement juste de s'approcher plus d'une fiction qu'on apprécie. Et puis moi, ça m'évoque autre chose. C'est ton explication, Fred, qui évoque quelque chose chez moi, et qui est une des raisons pour laquelle parfois je prends un peu mes distances avec certains systèmes de jeu et que je les hack. C'est qu'on reste dans un environnement très amateur, très au mieux semi-professionnel, même pour les grands titres. Et développer un système, c'est difficile, ça demande des compétences qui ne sont pas les compétences habituelles qu'ont un maître du jeu. Le game design, c'est pas évident, hein. Et puis en plus, ça demande à être playtesté. Combien d'éditeurs, même semi-professionnels, ont les moyens de faire des playtests conséquents pour voir si le système il fonctionne ou il fonctionne pas? Dans le monde indépendant, on a beaucoup d'idées, mais on a encore moins de ressources. Et souvent, moi, je me retrouve avec des jeux. J'aime beaucoup les jeux indépendants, j'en joue à beaucoup. Mais je me retrouve à des jeux où je regarde le système et je vois qu'en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est fait uniquement pour aller dans le sens d'une proposition, mais il y a aussi intrinsèquement la vision de l'auteur ou des auteurs sur ce qu'est ou ce que doit être un jeu de rôle, et parfois des choses qui ne correspondent pas du tout à ma vision. Et je parle aujourd'hui dans un environnement où il y a énormément de propositions différentes, de visions de ce que c'est que le jeu de rôle. Elles sont toutes correctes, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire.
Mais par exemple, quand je lis, c'est Keffer qui a publié ça sur Blue Sky il y a quelques jours, un auteur qui dit le jeu de rôle, ça se joue autour d'une table avec des dés et des feuilles de papier. Il y a des gens pour qui ça, oui, mais peut-être plus que ça. Et quand le système de jeu tel qu'il est conçu va excessivement dans ce même sens-là, je pense que moi, si par exemple je joue en ligne, je me donne en tout cas le droit de modifier parce que cette vision du jeu de rôle, elle est un petit peu trop, je ne vais pas dire étriquée, mais un petit peu trop, elle va dans un sens unique et pas un sens qui est le mien. Et je pense que à ce niveau-là, en tout cas, moi, je m'accorde le droit de modifier des choses pour ces raisons-là. Je sens souvent que certaines propositions, ça trahit vraiment un point de vue d'un auteur sur comment il faut jouer à un jeu de rôle. Et on peut jouer à des jeux différemment et être tous d'accord qu'on va jouer différemment. L'éternel débat du bon et du mauvais rôliste. Le bon, c'est moi, le mauvais, c'est tous les autres. On est d'accord, non? Mais oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Vas-y. Et en même temps, en tant qu'auteur, c'est normal de te dire, pour moi, jouer au jeu de rôle, c'est ça. C'est impossible en tant qu'auteur de faire autrement. C'est impossible. Si je reprends le parallèle avec le cinéma, le réalisateur va réaliser son film, il va dire, voilà, pour moi, un film, c'est ça, ou ça doit être fait comme ça, avec la lumière, ça doit se travailler comme ça, et les dialogues, c'est ce genre de truc, et ce genre d'histoire qui doit être racontée. C'est dans tous les médias qui racontent des histoires, mais même au-delà, ou dans l'art, c'est pareil. Enfin, quelqu'un qui pose un acte d'auteur ou d'autrice, fatalement, il donne son point de vue sur le média. Enfin, je vois pas. Pour moi, c'est impossible de ne pas le faire, en fait. Mais alors, et quand Donjons et Dragons dit, voilà, le jeu de rôle c'est comme ça, il dit le jeu de rôle c'est comme ça. Mm-hmm. C'est le là problème, où le problème, c'est de dire c'est la seule façon de faire une pratique. Et tu vois, la différence, c'est pour moi, le jeu de rôle que j'aime, c'est faire comme ça. Que de dire le jeu de rôle, c'est ça. Si, pour moi, je suis d'accord avec le jeu de rôle est une conversation. Mm-hmm. Ça, je vois pas comment tu sors de ça. Ah, on est d'accord. Et par exemple, je pense qu'il y a d'autres domaines qui ont peut-être qui ont plus d'ancienneté, peut-être plus de maturité aussi, où quand on produit un film maintenant, ou quand on produit un jeu vidéo ou autre, il y a aussi une réflexion de généraliser pour toucher un public plus large, et on ne va pas juste fermer le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est juste ce petit bout de pratique. Alors, moi, j'ai l'impression que dans le monde du jeu de rôle encore, on n'en est pas là, et que très souvent, c'est une vision très personnelle. C'est pas une vision qui essaye de réfléchir à ce que c'est que le jeu de rôle, la pratique du jeu de rôle en général pour la majorité des gens ou pour les différentes majorités de gens. Mais c'est une réflexion toute personnelle que j'ai. Je vais faire avancer le débat quand même, parce qu'on parle beaucoup, on parle de concepts, d'idées. Est-ce que vous avez des exemples concrets et de jeux où vous pensez que là, on a vraiment un système qui est très bien pensé et de jeux où au contraire, on peut trouver que le système, on voit qu'il y a des conflits qui vont se créer à la table, ça va aller contre l'agentivité des joueurs. Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques en termes de ce que devrait être un bon système ou pas? Tout à l'heure, on parlait de lore. Fred, tu parlais de comment le lore était dispensé dans les jeux. Et moi, une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'allais dire récemment, en fait, non, ça fait déjà plus de 5 ans, mais c'est Lancer, qui est un jeu tactique de mecha auquel je joue en campagne actuellement, et qui alors a des placards de texte pour expliquer son lore en partie, mais qui a aussi, donc c'est un jeu très modulaire où les joueurs et les joueuses créent leur pilote, mais surtout ils vont créer leur mecha évidemment avec tout un tas d'équipements qu'ils vont pouvoir assembler dessus, ce qu'ils appellent des systèmes, donc des programmes en gros, voilà, des armes, des trucs. Et en fait, toutes ces choses-là qui sont dans le bouquin, ça occupe une énorme partie du livre, non pas parce qu'il y en a beaucoup,
comparativement à des jeux comme Donjons et Dragons, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Mais parce que dans chaque équipement, programme ou autre, il y a un petit bout de lore qui explique soit une utilisation active de ce système ou de cette arme dans une situation du lore, soit qui explique comment ça a été créé, etc. Et je trouve ça vraiment génial parce que du coup, ça fait des petits, vraiment comment dire, j'ai plus le terme, enfin vraiment des petites bouchées de lore quoi, qu'on peut aller picorer à droite à gauche quand on crée son personnage, quand on parcourt le bouquin. C'est beaucoup plus agréable que d'avoir des gros placards de texte, bon, qui sont là aussi présents dans le PDF, mais personnellement, je les ai quasiment pas lus, quoi. Je me suis contenté des toutes petites bouchées à droite à gauche, et c'est vraiment agréable, pour le coup. J'ai peut-être un exemple généraliste et puis zoomer sur un. Typiquement, ce que les PBTA ont fait, comme j'ai déjà dit avant, le fait de rendre explicite les choses, c'est bien. Et si on zoome de manière plus précise, je vais prendre un PBTA qui s'appelle Bedlam Hall. C'est un jeu où on joue du personnel de maison début du 20e ou fin du 19e. Comment dire, les PJ incarnent des membres du personnel et les membres de la famille qu'ils servent sont un peu bizarres. Il y a des phénomènes surnaturels qui se passent. Et en fait, le jeu mécanise le PVP. Et typiquement, dans un jeu où il peut y avoir des conflits, le fait de le mécaniser, et c'est fait de manière intelligente, et quand on épouse la proposition du jeu, ça marche super bien, mais c'est là qu'on voit que le système a été pensé. On sait que les gens, à un moment donné, vont se dire eh non, regardez, maître, c'est moi qui ai mieux fait le travail que machin. Eh ben, ça, c'est mécanisé. Ça ne génère pas des discussions entre PJ qui durent des heures pour au final rien du tout, ou créer de la frustration. Et donc, le système va gérer justement les relations entre les personnes autour de la table, enfin, entre leur avatar. Oui, moi j'ai deux exemples là qui me viennent en tête. Le premier, on parlait tout à l'heure de Dogs in the Vineyard, parce que je me rappelle que la première fois que j'ai entendu le pitch du jeu, je me suis dit, bon, on va jouer des mormons, des jeunes mormons avec une bible et un flingue qui vont aller de village en village pour régler les problèmes moraux du village. Je me dis, bon, c'est pas grave, ce pitch, il y a plus vendeur quand même. Et puis j'en ai entendu parler, les gens m'ont dit non, c'est génial, il faut essayer ce truc-là. Je me suis procuré un exemplaire, et puis je l'ai lu, et puis je l'ai mis en pratique, et je me suis dit, bah, en vrai, le cadre est juste logique par rapport à la proposition mécanique, parce que, donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc on joue donc des espèces d'ados envoyés en mission pour régler les problèmes, avec toute autorité de les régler comme ils le veulent, dans des villages de pionniers aux États-Unis, une espèce de mormons, quoi. Dieu existe, le diable existe. Ils ont leur Bible et un flingue, et en gros, démerdez-vous et faites la justice. Sauf que, dès le début, c'est indiqué dans le bouquin, le MJ donne accès à toutes les infos. Tu vas trouver quelqu'un, tu demandes, bah, on te donne les infos. Le problème n'est pas les infos, le problème c'est que tout le monde a tort et tout le monde a raison. Et donc, comment tu vas administrer tout ça, en sachant que tu as le droit, personne ne va venir te dire que tu n'as pas l'autorisation de le faire. Tu as l'autorisation de le faire. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas les conséquences. Et c'est ça l'intérêt, c'est les conséquences de tes actes. Et donc, ça va être tous les dilemmes moraux que ça va poser. Donc, c'est un jeu qui va s'appuyer sur les dilemmes moraux. Et tout le système de résolution s'appuie sur un système d'escalade de dés. Et donc, d'abord, on va discuter. Puis, si on discute un peu plus, on va un peu se violenter. Puis après, on va en venir aux mains. Puis après, on va sortir peut-être des couteaux. Puis après, on va sortir des flingues. Et donc, c'est clair que si tu es juste en train de discuter et puis que l'autre sort un flingue, et ok, il va sans doute gagner le conflit, mais il aura tiré sur quelqu'un avec un flingue. Et donc, il y a des moments où je me rappelle que mes joueurs disaient, oui, là, je pourrais gagner le conflit, sortir mon flingue. Je gagne le conflit. Si j'escalade, je gagne le conflit. J'ai quand même pas tiré sur mon cousin, là. Et donc, le jeu, vraiment... Et du coup, le contexte, le lore, pour le coup, fait partie intégrante et indissociable pour moi de la mécanique, puisque tu as toute autorité, tu représentes l'autorité divine, mais tu es jeune, tu as un flingue. Vas-y. Et donc,
Et donc le jeu réussit à mécaniser les dilemmes moraux, quoi. Et ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Vraiment, il y avait des tensions de putain, est-ce que j'avance tel dé? Est-ce que je monte ou pas? Vraiment, des tensions morales avec du temps suspendu, quoi. Qui, pour le coup, rendent les conversations vraiment intéressantes. Celui-là, et puis alors je vois derrière Gorgor, là, Alice is Missing, et qui pour moi, pareil. C'est-à-dire, on pourrait dire, bah, il n'y a pas vraiment de système de jeu. Non, il n'y a pas de système de résolution. Il n'y a pas de système de résolution. C'est que narratif. Enfin, si, ça dit le système de résolution est juste narratif. Voilà, on lance pas les dés, il n'y a pas de hasard. Et tout ça. Mais par contre, on joue sur un téléphone, on tire les cartes à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment, et c'est une expérience de fou, quoi. Et pour le coup, tu dis, mais ça a tellement de sens que ça se fasse par téléphone. Ça a tellement de sens en termes d'immersion. Euh, donc voilà, ouais, pour moi, c'est les deux exemples qui me viennent en tête, qui sont pour le coup à la fois du jeu, ouais, qui sont quand même du jeu indé, qui sont quand même du jeu indé, en fait. Donc moi, je vais plutôt me dire que le jeu mainstream, je trouve souvent, prend peu de risques quant à ces systèmes de résolution, en tout cas. Et donc, bah, tombe pour moi souvent dans la catégorie de oui, ça n'entrave pas. Souvent, ça n'entrave pas parce que pour les gros jeux, ça a quand même été beaucoup testé et tout ça. Et donc, ça n'entrave pas souvent la proposition. Mais ça me fait pas vivre des expériences comme Dogs ou Alice is Missing où tu sors de la partie en disant waouh, là on a vécu un truc, quoi. Hmm. Ouais, si je peux moi donner mon avis, j'étais sur le point de citer Alice is Missing justement, mais je pourrais aussi citer un autre jeu dont je pense que tu parlais au tout début, Fred. Tu parlais de bougies. Je pense que Ten Candles, par exemple, pour moi, par exemple, qui suis plutôt quelqu'un pour qui les systèmes importent peu, mais oui, il y a des jeux comme ces deux-là où l'ensemble des protocoles, le fait d'allumer des bougies une à une quand tu fais tes petites caractéristiques, de les éteindre, d'être rassemblé autour de la dernière bougie à la fin pour essayer de lire sa feuille de personnage, entre guillemets, enfin son petit post-it, hein, de brûler les papiers. Tout ça, ça participe à quelque chose. Mais c'est quand même quelque chose, de mon expérience, assez rare d'avoir des jeux qui vont aussi loin, qui sont aussi réussis. Et tu vois, je parlais de jeux qui sont peut-être moins réussis au niveau des systèmes parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce débat System Matter sur c'est les 25 dernières années a été quand même très structurant pour le jeu de rôle, notamment indépendant. Tu parlais des grands titres, mais dans le jeu de rôle indépendant aujourd'hui, je pense que l'immense majorité des auteurs seront d'accord pour dire que les systèmes matters. Mais tout ça a amené aussi à une explosion de systèmes divers et variés, pas toujours aussi bien pensés. Est-ce que vous ne pensez pas, et ce sera probablement une des dernières questions, que cette injonction à faire un système qui soit adapté à la proposition, ça n'amène pas à une situation où on a trop de systèmes, on a tellement de jeux indépendants aujourd'hui, c'est un hobby où le ticket d'entrée est très, très, très peu cher, et du coup tout le monde veut créer son jeu, tout le monde se sent obligé de créer son système, même sans en avoir forcément les compétences, et ça crée une fatigue chez un certain nombre de joueurs, parce que apprendre un système à chaque fois, c'est pas toujours facile. Du côté créatif, je l'entends parfaitement. Est-ce que du côté des joueurs, ce serait la même chose selon vous, ou est-ce que vous ne pensez pas que cette fatigue, elle est de plus en plus importante aujourd'hui? Je Est-ce me qu'on n'a pas trop de lance. systèmes en fait? Allez. Pour moi, en fait, il n'y a pas trop de système, parce que pour moi, la diversité enrichit. L'innovation vient aussi de cette diversité. Donc, on va avoir plein de gens qui vont tester plein de choses. 90%, ça va être des variations ou des petites choses qui vont changer. Et puis, pouf, il va y avoir un déclic. Il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va révolutionner. Enfin, les horloges, ça n'existait pas il y a 25 ans. Et c'est tout con, en fait. Mais typiquement, c'est parce que quelqu'un a amené des horloges dans un jeu. Ben, maintenant, on en voit dans plein de jeux. Même dans des jeux mainstream, justement. Et encore une fois, la façon dont enfin, les gens créent des choses parce qu'ils veulent se les approprier, je présume. Moi, je suis pas créateur, donc
je n'ai pas vraiment cette vision-là. Mais pour revenir encore une fois sur les PBTA ou même les jeux forgés dans les ténèbres, typiquement, c'est des jeux, il faut qu'ils soient diversifiés. Ils ont tous les mêmes mécaniques de base. Donc il y a vraiment la même logique. Mais alors, ils vont prendre une partie comment dire, de leur système et ils vont le zoomer sur une thématique particulière. Ils vont vraiment l'adapter. Et un bon PBTA ou un bon Forge in the Dark, c'est un jeu qui a justement adapté cette partie-là de manière fine pour que on puisse vivre l'expérience qui est prévue. Et typiquement, ben ouais, fais-en autant qu'il y a de thématiques, et des thématiques, il y en a des centaines, des milliers. Tu peux jouer des fruits qui parlent dans l'espace, et tu peux avoir un PBTA qui te permet de jouer à ça. Enfin, il y a des jeux qui permettent de jouer des pêcheurs, hein, qui pêchent des poissons. C'est pas des PBTA, mais c'est un jeu mainstream, pas mainstream, AD, mais crunchy. C'est le mot que je cherchais. De 300 pages, je pense, où on peut jouer justement des gens qui pêchent des poissons. Alors, personnellement, je vois pas l'intérêt, et je l'ai pas lu parce que j'ai pas encore eu le temps. J'ai des priorités. Mais typiquement, ben ouais, en fait, il faut des jeux comme ça pour aller chercher quelque chose de nouveau, pour avancer. Après, il y en a beaucoup et on fait notre choix là-dedans, dans ce qu'on veut lire, découvrir, expérimenter. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est rien ne t'oblige à lire tout ce qui sort et tu vois. Donc moi, j'ai pas de surcharge. Je peux juste dire ah bah là, j'ai pas le temps ou j'ai pas l'énergie ou j'ai pas le désir et puis effectivement, il y a des trucs où quand j'entends parler, je me dis ah bon, ah là la mécanique, ça a l'air d'amener un truc nouveau. Tiens, je vais aller voir. Typiquement dans Public Access, la mécanique d'indices, de lieux écrits, mais enfin, j'ai voulu tester ça pour voir ce que c'était, et puis j'en ressors avec des trucs en plus, des points de vue et tout ça. Euh, et en même temps, voilà, la réponse de comment on peut utiliser le système de DD5 pour jouer tout et n'importe quoi, et ça se fait. Ça se fait. Je veux dire, tu peux faire des missions impossibles avec du DD5, et puis voilà, il y a plein de gens qui restent sur leur système et qui adaptent des trucs. C'est une pratique tout à fait fonctionnelle. Enfin, elle existe, elle est faite, et donc là, les gens n'ont pas de surcharge sur ça, et c'est leur choix, c'est très bien. Et à l'inverse, tu vois, pour prêcher pour ma chapelle, je veux dire, quand j'écris horrifique, il y a déjà plein de trucs sur Lovecraft. Sauf que tu joues à horrifique, tu joues à l'appel de Cthulhu, ou tu joues au seuil d'abysse très ancien, tu joues pas t'as pas la même expérience. C'est le même univers de base, c'est pas du tout la même expérience de jeu, aucun des trois. Et tu peux pas dire, il y en a une qui est meilleure que l'autre. Non, il y en a une qui te plaît plus que l'autre. Ça oui. Mais objectivement meilleure, comment tu veux quantifier ça? Si, on peut dire, il y a des mauvais jeux, on en a parlé tout à l'heure, quand le système fait entrave à ça. Mais c'est juste que déjà, ça produit pas les mêmes expériences de jeu. Donc oui, moi je pense que non, il n'y a pas trop de trucs. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui effectivement, qui émerge en faisant une nouvelle approche, une nouvelle proposition d'un truc, et on voit comment la culture rôliste se l'approprie ou pas, quoi. D'accord. Et toi, J'ai oublié d'ajouter un petit détail. Il fallait que je le cite, hein, mais j'ai découvert un jeu qui s'appelle Yaziba Bed and Breakfast, où on joue des habitants dans un bed and breakfast. Et en fait, il y a un système de legacy dans le jeu qui vient des jeux de société. Et donc, rien que ça, le jeu est vraiment très chouette. Mais c'est fou, en fait, de voir la perméabilité entre les médias, enfin, les différents comment dire, moyens d'exprimer un jeu. Et c'est comme ça que ça arrive, en fait. Et il y a Triangle Agency qui a repris justement ce genre de mécanique avec des secrets qu'on découvre au fur et à mesure et qu'on débloque. Et ben je te laisse la parole, Glandulf, parce que tu voulais rajouter quelque chose. Moi, j'allais dire, pour moi, il y a trop de jeux, mais au sens où j'ai pas assez de temps pour jouer à tout ce que je veux. Et en fait, il y a tellement de systèmes intéressants et novateurs que j'aurais envie de justement aller explorer toutes ces mécaniques innovantes et intéressantes.
et que j'ai pas le temps. Donc en ça, il y en a trop. Mais en même temps, c'est merveilleux de voir toute l'inventivité des joueurs, plutôt des game designers et game designeuses à travers le monde. Il y a, j'avais découvert un jeu que j'ai adoré qui s'appelle A Single Moment, qui a été fait par, si je ne dis pas de bêtises, un game designer philippin. Et donc c'est vraiment le dernier endroit où je me serais attendu à trouver un jeu, quoi. Je suis plutôt habitué à la culture occidentale, à Donjons et Dragons, Vincent Baker, tout ça. Et voilà, aujourd'hui, grâce à Internet, on a vraiment une profusion de contenu hyper intéressante, et du coup, d'origine culturelle variée, qui du coup apporte aussi des points de vue de game design qui nous sont assez lointains. Donc, moi, je trouve que c'est des opportunités géniales, quoi. Ça vient alimenter les game design de tout le monde. Et alors oui, effectivement, ça fait, entre guillemets, une surcharge pour les gens d'après trier ce qui les intéresse, mais je pense que déjà, rien que la proposition des jeux, en général, peut faire un premier tri un peu intéressant, quoi. Et un truc que je vois qui peut pallier à ça, c'est, Gorgor, tu parlais des PBTA, c'est vraiment d'avoir des socles communs comme ça de mécanique. J'en connais pas beaucoup à part, du coup, ces dérivés de PBTA, quoi. PBTA, Forged in the Dark, Brindlewood Bay. J'ai plus le nom des. C'est Carved in Brindlewood, c'est ça, Ouais. l'appellation. Voilà, il y a ces choses-là qui sont des licences entre guillemets de systèmes qui peuvent être reprises un petit peu, et je sais pas s'il en existe d'autres, mais je trouve que c'est un bon compromis parce que ça permet d'avoir une grosse base commune qu'on peut transférer d'un jeu à l'autre en découvrant de nouveaux jeux, et ça, même s'il y a du coup une énorme profusion de jeux, ça permet de quand même naviguer avec plus d'aisance, quoi. On redécouvre pas totalement une proposition à chaque fois. T'as le système IR0 qui a essayé de faire ça, à chaque jeu, en fait, il modifie des petites choses pour s'adapter de manière plus ou moins fonctionnelle. T'as ça aussi pour le système, c'est Monad, je pense, le système de Broken Tales, qu'il a fait pour Valraven et pour Dirt City Blue. Oui, c'est ça. Donc t'en as quelques-uns, mais et puis t'as Donjons et Dragons aussi qui s'adapte à tous les systèmes, tous les univers, toutes les thématiques. Ouais, mais pour Et moi, toi, il y a Maë, quelque chose Ah oui, pardon. un peu différent là-dedans, tu vois, c'est que à chaque fois, on dit, bah en fait, c'est Donjons et Dragons, quoi. C'est pas. Enfin, ça reste un peu le jeu de base en général. Il y a souvent un vernis par-dessus, mais il n'y a pas grand-chose qui change comparé au jeu de base, quoi. Pour moi, il y a moins ce côté modulaire des PBTA où on va reprendre les grands principes, justement avec les principes, les moves, les playbooks, tout ça. Et par contre, on va tout changer dans l'architecture fine du jeu, quoi. En général, les suppléments Donjons et Dragons pour jouer à tel univers de Donjons et Dragons, bah, on va jouer bêtement à du Donjons et Dragons 5e édition, tel quel, quoi. Ah, moi, je suis d'accord avec ça. J'avoue que j'aime bien ces systèmes qui se déploient et qui s'adaptent à différents jeux. Tu parlais de Your Zero Engine, par exemple, mais même personne n'a mentionné Morkborg. Je veux dire, dans l'OSR, ça se fait beaucoup, où maintenant, il y a une base de 2-3 systèmes qui, je trouve pas le mot, mais qui se décuplent. Non, c'est pas le mot que je cherche, mais vous me comprenez. Qu'on retrouve dans pas mal de jeux différents, chaque fois adaptés, chaque fois, autant au niveau des règles qu'au niveau du setting. Ça réduit un petit peu le temps qu'on a à passer pour apprendre les règles. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je Pour pense... Pour Morborg, ils adaptent juste les tables aléatoires et les couleurs, hein, c'est tout. Ouais, alors ça va un cran plus loin. Ouais. Ils font un peu la mise en page. Mais ouais. Bien, bah tout ça nous amène sur la fin de ce débat, parce qu'on avait dit qu'on tiendrait environ 1 heure. On arrive au bout. Je vais encore une fois vous remercier tout le monde, te remercier à toi, Fred, te remercier Glandulf, d'avoir participé, d'avoir essuyé les plâtres avec nous, comme on l'a dit. Si vous regardez cette vidéo, vous allez vous rendre compte qu'on a fait effectivement 2 petites coupures au début pour régler des problèmes de micro et de webcam. Ce sera mieux la prochaine fois, mais globalement, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Et puis voilà, on se retrouvera, je pense, d'ici 2 mois pour un nouveau débat. On ne sait pas sur quoi ce sera, mais en tout cas, c'est le premier d'une longue série à venir. Merci à vous.
J'espère que vous avez apprécié. Merci. Bah, merci encore, ouais, c'était super. Oui, on aurait pu parler encore 2 heures de plus, je pense, Ouais, mais je pense que la il faut limite de savoir temps s'arrêter. la limite de temps est nécessaire parce que On peut faire une suite dans Un 2 grand mois. Hein. merci. Ah oui. Allez, du coup, merci à vous. On vous reverra sans doute quelque part, à un moment donné sur la chaîne pour autre chose, si vous souhaitez, si vous voulez qu'on parle d'Horrifique ou de ce que vous faites, n'hésitez pas. Avec plaisir. Mhm. Et puis, voilà. Merci à tout le monde. On dit à bientôt. Bye. Et puis, passez du bon temps autour de la table. Au revoir.